Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Couverture. 4e de couverture. Questions contemporaines. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot, Bruno Pequignot et Xavier Richet. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Dernière parution. Gilbert Boutet, la crise du coronavirus. L'erreur du président Emmanuel Macron, 2021. Dominique Turc, à la recherche du lien social perdu. Vivre et travailler ensemble au XXIe siècle, 2021. José Cohenaknine, Tragique déséquilibre de nos sociétés, 2021. Jean-Jacques Ami CALEF, De l'économie politique à l'économie poétique, 2021. Didier Clèche, L'école pour une parole libre, 2021. Christian Faure, 50 ans après, Le délitement postmoderne, 2021. Nicole Peruissetfache, Un monde vivable en 2050, 2021. Laurent Martin, Dire, La diversité ethnoculturelle dans les arts, les médias et le patrimoine. Enquête en France et en Europe, 2021. Hossein Kerzazi, Islamo-diversion. Un quinquennat de casse sociale, 2021. Azalaïska EHM, L'égalité met-elle en péril le droit à la différence ? Les politiques multiculturelles suédoises, 2021. Michel Bourse, Halimé Youssel, La communication politique, les enjeux aujourd'hui, 2021. Alexandre Labelle, Le travail d'éducation au sein des lieux de vie de la protection de l'enfance et de la jeunesse. Comparaison en France et Québec, 2021. Philippe Villemard, Dire, La critique génétique à la recherche d'autres savoirs. De l'état quantique à l'écriture par la rature, 2021. Méline René Massamba, Le génocide selon Nuremberg, l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, 2021. Jacques Bochard, Le bien commun, enjeux politiques du développement durable, 2021. Simon Kaiser, Fédéralisme territorial et fédéralisme personnel. Réflexion sur les statuts personnels dans les États multicommunautaires, 2021. Salvatore Palidda, 20 ans après les brutalités policières du G8 de Gênes, 2021. Jacques Langlois, Comment va le système capitaliste, 2021. Titre. Serge Moukielé-Bouana. Ces nouvelles barrières érigées. Après la chute du mur de Berlin. Acronymes et abréviations. Remerciements. Pendant mes études universitaires de maîtrise en sciences politiques à l'Université de Genève, en Suisse, un jour, alors que nous étions assis aux marches et en pleine conversation avec mon ami franco-italien Maxime Trapani, je lui ai témoigné de mon ultime préoccupation sur la situation sécuritaire à l'est de mon pays, la rez-de-chaussée. Il s'en est issu une question de sa part, celle de savoir si un jour j'arrivais à tenir les rênes de cet État, comment j'allais éventuellement m'y prendre pour rétablir et consolider la paix dans cette partie du pays. Intuitivement, ma réponse fut celle d'ériger une barrière contre le S voisin S, déstabilisateur S. De là, naquit l'idée de la rédaction de cet ouvrage. Merci collègues de l'ouverture à cette inspiration. Toute ma gratitude au professeur Marco Giugni, pour m'avoir gratifié des critiques très pertinentes. Son cadre de vision m'a permis de formater une structure bien lucide dans l'architecture de ce travail. Je voudrais également exprimer chaleureusement mon appréciation au professeur Alessandro Nai, pour m'avoir loyalement donné des pistes directives dans la partie technique de cette œuvre. Mes sincères remerciements vont finalement à tous les commentaires et rétroactions constructives obtenus pendant les séminaires de colloques de recherche. Particulièrement de la part du Dr Damian Ress et de mon collègue et ami Nicolas Edley. Préface. Affriolé par un village planétaire hétérogène au centre du syllogisme d'une mondialisation bicéphale, cet ouvrage quête sur la résurrection de nouvelles murailles et différentes sortes de barrières après la chute du mur de Berlin.
Bien qu'entravant tant d'interconnexions aisées entre plusieurs pays voisins sur différents continents, ce phénomène ne semble pas avoir suffisamment secoué la politologie. Remarquablement, sous ce vent de la mondialisation, nous apercevons ce paradoxe de voir certains pays tendant à isoler d'autres au lieu de resserrer plutôt leurs liens frontaliers. Dans l'orientation de rédiger un livre entièrement consacré à ces nouvelles barrières, l'objectif prédominant est d'établir un manuscrit qui raconte et met en exergue une cohésion de raisons crédibles qui scientifiquement et méthodiquement justifie l'existence de ces nouvelles barrières. Ce document serait manifestement une chronique qui capte également un indice sur la voie des relations bilatérales que certains pays entretiennent dans leurs régions respectives avec leurs voisins. Rapport souvent influencé par le contexte historique de leurs liens et de la réputation que chacun se tisse de l'autre. Ce livre comprend 6 chapitres. Le chapitre 1 capture la partie introductive de la recherche en présentant un sommaire historique, étale la problématique et expose la question de base qui anime cette rédaction. Elle élucide également l'importance politologique d'avoir conduit une telle recherche. Le chapitre 2 affiche le cadre théorique et outils analytiques qui conditionnent le déroulement de cette recherche. Il y est également inséré une révision de la littérature précédente, ayant trait à la construction des nouvelles barrières après la chute du mur de Berlin. On y retrouve également la conceptualisation de 5 variables, communément appelées conditions logiques dans le jargon de la méthode dite analyse quali-quantitative comparée, qui s'impose comme facteur explicatif apportant la lumière pour justifier la présence ou l'absence de ces nouvelles barrières dans différentes zones frontalières constituant l'échantillonnage de cette investigation. Les mots-clés de la recherche y sont conceptualisés pour leur offrir une définition conforme à leur usage dans cette recherche. Mes hypothèses générales, spécifiques ou en combinaison de ces conditions logiques, échafaudées comme des réponses provisoires à ma question de recherche, sont également présentées dans cette section. Le chapitre 3, Approche méthodologique et données, est la charnière qui induit la provenance et la nature des données ayant servi à cette recherche, la délimitation et la sélection des cas ayant constitué l'échantillonnage de la recherche ainsi que le choix des variables et leur opérationnalisation. Cette partie présente également le dessin de recherche et la stratégie de comparaison, analyse quali-quantitative comparée, comme la méthode suprême adoptée pour enquêter et pouvoir fournir une réponse adéquate et judicieuse à la question posée. Le chapitre 4 articule sur le codage de ces 5 conditions logiques impliquées dans cette recherche. Le développement divergent, le déséquilibre des puissances, les crimes transnationaux, les inégalités économiques, ainsi que le conflit frontalier. Chaque zone frontalière sélectionnée et faisant partie de l'ossature de l'échantillonnage de cette recherche y est ainsi analysée par rapport à chaque condition pour en cerner l'existence ou l'inexistence. Chapitre 5 Analyse des résultats est à la fois la partie technique et le socle de la présentation de ce que cette recherche a pu fournir comme réponse à sa question de base. On y trouve la table de vérité initiale, ainsi que la table de vérité finale après résolution des contradictions. Le diagramme de Venn, la minimisation booléenne, ainsi que les formules explicatives de la présence ou absence de ces nouvelles barrières dans ces zones frontalières requises y sont présentées. Succinctement, ce chapitre interprète le résultat qu'offre l'algèbre booléenne et explicite si la théorie reçoit le support de l'analyse empirique. Cette section reprend et argumente systématiquement chaque hypothèse et évalue le résultat obtenu. Chapitre 6, Conclusion, qui est le dernier tronçon, récapitule les principaux points de l'investigation en revenant sur les hypothèses et les résultats, et en développant les aspects annoncés dans l'introduction. Elle suscite également un débat sur le résultat de la recherche. Ces derniers sont particulièrement mis en perspective en vue d'apporter une contribution politologique sur la connaissance de ces nouvelles barrières, au sillage de la géopolitique internationale, sous l'étincellement de la mondialisation. C'est la partie qui offre une réponse pertinente à la question de recherche. La validité, la fiabilité, les limites et les contraintes constatées y sont évoquées. Les hypothèses affirmées et infirmées y sont discutées. Les limites du travail ainsi que les recommandations pour les recherches ultérieures basées sur cette thématique y sont également proposées. 1. Introduction. 1.1. Problématiques et questions de recherche.
La chute du mur de Berlin en 1989 ne marqua pas seulement la réunification de deux Allemagnes, l'effondrement du bloc communiste et la fin de la guerre froide. Elle fut également un symbole de l'unité et de la liberté universelle. Un point de départ pour briser certaines barrières politico-économiques, catalyser l'accélération de la mondialisation et ouvrir les portes de diverses sociétés et civilisations à une intégration intégrale. Cependant, alors que le monde vibre sous l'apogée de cette mondialisation, curieusement et paradoxalement, 2 décennies après le démantèlement de ce mur de Berlin, particulièrement aux abords de certains États bornés des zones frontalières turbulentes ou fluctuantes, une trentaine des murailles se sont de nouveau élevées. Pourtant, plusieurs autres États bornés également des zones frontalières fluctuantes ou turbulentes n'ont pas construit de barrières pour isoler catégoriquement les voisins qui leur font ombrage. Aujourd'hui, à la frontière séparant l'Inde et le Bangladesh, entre Israël et la Palestine, à la frontière du Botswana et du Zimbabwe, entre le Mexique et les États-Unis, ainsi qu'à la frontière irano-pakistanaise, pour ne citer que peu, les murailles se sont élevées. Cependant, les zones frontalières turbulentes entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, la frontière entre l'Éthiopie et l'Érythrée, la fameuse bande d'Aouzou entre le Tchad et la Libye, la frontière péruano-équatorienne ou encore la zone frontalière à haute tension entre la Slovénie et la Croatie, pour ne mentionner que celle-là, ne présentent aucune séquelle de construction d'une barrière pour séparer les deux États impliqués. Avec une visible considération de l'interdépendance qui illumine différents pays de la planète, la construction des murailles entre États s'avère incontestablement comme un obstacle à l'interconnexion universelle que stipule la mondialisation. Le paradoxe entre, d'un côté, l'idée que la mondialisation rapproche différentes sociétés humaines, stipule l'interconnexion universelle et tente de transformer la planète Terre à un village global, et de l'autre côté l'intensification de la construction de ces nouvelles barrières après la chute du mur de Berlin, conduit par conséquent au dilemme que cette recherche prône à investiguer et décortiquer. Ainsi, dans l'impartialité de pouvoir expliquer la présence de ces nouvelles murailles construites après la chute du mur de Berlin, le fil conducteur qui fait l'essence de cette enquête illumine le désir de savoir. Pourquoi, en plein apogée de la mondialisation, dans des situations similaires où les zones frontalières sont turbulentes ou fluctuantes, certains États ont érigé des barrières tandis que d'autres ne l'ont pas fait? Pour répondre à cette question, la recherche s'accroche à la pertinence de certains facteurs explicatifs en relation avec les États impliqués dans ces zones frontalières. Suivant cet élan, ce travail vise à rallier les recherches précédentes sur l'existence de ces nouvelles barrières et pouvoir, vraisemblablement, développer une nouvelle théorisation qui apporte une explication lumineuse sur ce phénomène de nouvelles barrières dans un monde qui pourtant se veut être interconnecté. 1.2. Bref aperçu historique. L'idée de la construction des murs entre États n'est naturellement pas une nouvelle invention post-guerre froide, ou une nouvelle conception du millénaire. L'humanité vit encore le stade primaire de sa modernité, lorsque le célèbre philosophe anglais Isaac Newton énonça que « les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts ». Aujourd'hui, malgré l'ampleur de la mondialisation et l'emprise de la modernisation, cette vocation protectionniste de bâtir des barrières entre États semble encore demeurer un dogme incontestable. La muraille de Chine, le plus ancien des murs défensifs, fut dressée entre les V et le IIIe siècle av. JC pour tenter de protéger la Chine contre les menaces extérieures. Aux environs du IIe siècle av. JC Rome érigea aussi une muraille pour marquer une limite défensive contre diverses attaques des peuples barbares. Il est évident de noter que c'est pratiquement dans la même période que la Grande-Bretagne construisit également les murs d'Antonin et d'Adrien. Ces 2 murailles furent construites respectivement en Écosse et en Angleterre dans un but similaire, qui est de prévenir et de contenir les menaces extérieures. On pourrait ainsi multiplier les exemples au cours de l'histoire avec notamment les villes fortifiées et tant d'autres barrières construites avant l'écroulement du mur de Berlin. Si ces anciennes murailles se faisaient ériger comme des barrières défensives, ces nouvelles murailles serviraient-elles également la même ambition? Quelles sont les motivations derrière leur multiplication? La réponse à cette question peut refléter également les raisons implicites qui laissent d'autres États dans la déconsidération d'ériger ces barrières.
Les records historiques révèlent que 13 murs ont survécu après la chute du mur de Berlin. 7 murs ont été construits entre les années 1991 et 2001, et 28 murs ont été construits entre les années 2001 et 2012. Au total 45 murs, parmi lesquels 35 ont été construits après la guerre froide. La frontière par l'accord mutuel qu'elle induit, oblige à reconnaître et à considérer ses voisins. Curieusement, sous cette ampleur de la mondialisation, cette multiplication des murailles, en particulier après la chute du mur de Berlin, telle qu'illustrée par la figure 1, suscite notre curiosité pour tenter d'enquêter sur les motivations derrière la construction de ces nouveaux murs. 1.3. But et pertinence politologique. Divers changements dans la scène politique internationale, après la chute du mur de Berlin, marquée par la conversion d'un système bipolaire à un système unipolaire, associé à l'influence croissante des normes internationales, peuvent avoir changé certaines conditions sous-jacentes qui ont suscité la construction de ces nouvelles murailles. Du paradoxe explicite qui illumine d'un côté l'ampleur de la mondialisation vouée à démanteler les barrières entre les États, et de l'autre côté l'intérêt particulier pour certains États à ériger des murs, cette recherche tire son objectif qui est celui de pouvoir identifier les facteurs pertinents qui ont joué un rôle considérablement significatif dans la construction des murs entre 1990 et 2012. En cela, pouvoir arriver à mieux saisir ce qui à première vue semble être une anomalie et ainsi pouvoir expliquer la présence de ces nouvelles murailles entre certains États, mais pas entre d'autres. Bien qu'il reste un sujet d'actualité, la construction de ces nouveaux murs semble visiblement être portée à l'arrière-plan de beaucoup de chercheurs en sciences politiques. Curieusement, peu s'y sont intéressés et apparemment, aucun ne semble hausser le ton pour diamétralement s'intéresser au côté revers de ce mythe et expliciter pourquoi, particulièrement dans d'autres zones frontalières présentant cette similarité d'être des zones turbulentes ou fluctuantes, les murs ne se sont pas élevés. C'est également cette vacuité qui paraît être un nouveau défi et une nouvelle piste de recherche que cette étude vise à combler en apportant sa petite pierre, en guise de contribution, dans l'édifice des recherches en sciences politiques. Pour ceux qui sont contraints de vivre sous l'ombrage de ces barrières et se soumettre à leur imperméabilité, la recherche à la compréhension de ce phénomène est encore de grande envergure. En d'autres termes, ceux qui sont directement affectés par ce phénomène, comme un objet de négation ou d'oppression, feront incontestablement valoir qu'une recherche de cette trempe martèle sur leur déplorable situation et attire davantage l'attention des décideurs et de la communauté internationale sur leurs afflictions. 2. Cadre théorique et outils analytiques. 2.1. Revue de la littérature. Les historiens, les géographes et quelques politologues ont investigué sur l'existence de ces nouvelles barrières, et même de certaines érigées avant la chute du mur de Berlin. Cependant, ces auteurs dont parmi les plus remarquables, Brent Sterling 2009, Wendy Brown 2011, Michel Fouché 2004, Alexandra Novoslov et Frank Ness 2007, Elisabeth Vallet et Charles-Philippe David 2012, ne touchent que superficiellement sur l'existence de ces nouvelles barrières. Peu y sont relativement écrits dans un contexte politologique, et ces politologues ne s'y investissent pas tel qu'un instrument socio-politologique sous l'emprise de la mondialisation de la manière dont cette recherche compte l'aborder. Quasiment aucun ne s'est intéressé à qu'était l'autre façade de cette réalité, et pouvoir élucider pourquoi d'autres frontières turbulentes ou fluctuantes sont restées insensibles à ce nouveau vague de construction des murs. Pourtant un sujet d'où ressortent des leçons pertinentes à la fois sur la politique domestique, la souveraineté, l'intégrité territoriale et la sécurité nationale, ainsi que sur la politique internationale, les relations bilatérales, la politique du bon voisinage et l'essence même de la mondialisation. Sterling, 2009, retrace quelques murs qui ont été construits avant la chute du mur de Berlin. Il essaye d'analyser ces murailles dans un contexte purement historique, comme élément de sûreté que certains pays ont érigé pour améliorer leur défense. En examinant cette vague de construction des murs post-guerre froide, Brown, 2011, conclut que c'est la perte de la souveraineté de l'État qui occasionne la construction de ces nouvelles barrières. Les États, selon Brown, construisent des murs pour faire preuve de leur suprématie. Cet auteur se demande si ces nouveaux murs ne sont pas que des symboles d'une perte de la souveraineté. Fouché 2004,
se focalise sur les délimitations des frontières terrestres et les tensions qui peuvent en surgir. Ce chercheur offre un répertoire de certaines zones frontalières fluctuantes par leur localisation géopolitique. Novoslov et Ness, 2007, prennent en compte des éléments qu'ils estiment particulièrement pertinents qui, selon eux, justifieraient la construction de certaines de ces murailles post-guerre froide. Ces auteurs perçoivent ces nouveaux murs comme un signe tangible de la persistance des tensions, confrontations et conflits inextricables gelés par les retombées de l'histoire. Dans une publication de Journal of Borderland Studies, une compilation d'auteurs politologues se sont également intéressés à cette nouvelle vague de nouvelles murailles. Vallée et David, 2012, se réfèrent à la chute du mur de Berlin comme l'émergence d'un nouveau paysage international. Cet événement a inauguré une époque dans laquelle l'État a été relégué au second plan dans les relations internationales par rapport à l'émergence, afflux et influence d'un nombre d'acteurs transnationaux. Cependant, les frontières, les murs et les barrières, les symboles que l'on croyait avoir péri avec la disparition du monde bipolaire, fait un retour dans le sillage du 11 septembre 2001. Le mur comme objet couvre un éventail hétérogène de structures construites avec des motivations diverses sur une variété des frontières. Ces auteurs affirment que le mur, comme phénomène, a proliféré au cours de dernières décennies, enclavant à la fois les États démocratiques et les États autoritaires. Autres auteurs tels que Nicole Heather, 2012, Anne-Laure Amiasari, 2012, ainsi qu'Elia Pusterla et Francesca Pixin, 2012, ont également fait des analyses sur ces barrières frontalières entre certains États. Heather, 2012, met plutôt l'accent sur un cas particulier. Cet auteur se focalise sur la frontière entre les États-Unis et le Canada, sous une perspective normative par rapport à une histoire de bon voisinage entre les deux États. Sari, 2012, démontre la fonction performative des murs et des barrières contemporaines, conçues pour imposer une vision géopolitique à travers le changement de paysage. L'auteur tente de comprendre comment la fermeture d'une frontière non seulement réactive la production culturelle d'une frontière internationale, mais transforme également la signification de cette dernière. Pusterla et Pixin, 2012, analysent les murs comme un outil traditionnel utilisé pour établir et préserver la souveraineté dans différents contextes politiques. En discutant le processus de la perte de contrôle de la souveraineté des États, ces deux auteurs accentuent sur l'impact des phénomènes tels que l'interdépendance et l'intégration, ainsi que sur la redéfinition de référentiels de souveraineté. Ils conclurent que les États, malgré leurs efforts consacrés à la préservation de leur contrôle sur la souveraineté, n'ont vraiment pas intérêt pour ce faire à se fier à la construction des murs. Les données reprises par plusieurs auteurs, dont particulièrement Fouché, tiennent exceptionnellement à préciser que ces nouvelles murailles sont construites délibérément par une décision unilatérale d'un des deux États. Discuter et analyser la construction des murs en se limitant aux analyses orientées particulièrement sur une seule muraille telle que font certains auteurs comme Sorkin 2005, Sherwood 2012, Kreis et Huban 2009, qui respectivement traitent, en singularité, les cas du mur entre l'Israël et la Palestine, la barrière entre les États-Unis et le Mexique et du mur entre l'Arabie saoudite et le Yémen, ne donne qu'un aperçu approprié et limité aux circonstances particulières de la muraille en question. Cependant, en utilisant une approche plus systématique, il est certainement possible d'identifier certaines variables qui devraient être plus pertinentes pour capturer la complexité des facteurs pouvant largement justifier la construction de ces nouveaux murs d'une façon généralisable. Une telle analyse permettra à la recherche de tirer une déduction justicière et acquérir un sens d'intersubjectivité avec un degré de validité et de fiabilité considérable. Cela ouvre également un canal pertinent, tel que cette recherche en a l'ambition, d'enquêter sur ces autres zones frontalières qui avaient également la limpide possibilité de barricader leurs frontières, mais ne l'ont pas faite. Un aperçu tel que si haut évoqué est quasi inexistant dans les recherches précédentes au sujet de ces nouvelles murailles. Le fondement de l'analyse d'une théorisation demeure autour des causes qui influent sur le résultat dans l'échantillon des pays inclus dans une étude. Le résultat peut éventuellement dépendre des facteurs structurels, c'est-à-dire des facteurs qui évoluent lentement au fil du temps. Mais il pourrait également dépendre des causes immédiates. Ces dernières sont de courte durée,
mais peuvent instantanément occasionner la présence du phénomène que l'on désire expliquer, la construction des murs dans le cas échéant, en fonction des changements des enjeux liés au système international et de l'environnement immédiat rallié à chaque cas. Plusieurs analyses précédentes que j'ai consultées sont particulièrement centrées sur 5 éléments majeurs. Le premier élément concerné est la divergence dans le niveau de développement. Fouché affirme que la construction de ces nouvelles murailles n'est motivée que par la négation de l'existence de l'autre. Cet auteur explique que ces murailles ne barricadent pas seulement l'entrée à une certaine catégorie d'individus, et protègent certains États contre certaines incursions, mais elles sont primordialement élevées pour... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.